À l'aéroport, un employé a changé mon vol et m'a murmuré, « Si vous voulez survivre, ne posez aucune question. » 10 minutes plus tard, je tremblais en voyant mon mari et ma belle-mère exécuter leur plan cruel. Je pensais vraiment que ce jour serait le début des plus belles vacances avec mon mari et ma belle-mère. Mais juste avant d'embarquer dans l'avion, un agent de l'aéroport a soudainement arraché ma carte d'embarquement, l'a échangée contre un vol différent, et m'a chuchoté discrètement que si je voulais vivre, je ne devais pas poser trop de questions. J'étais furieuse et j'ai failli forcer mon chemin pour retourner dans la file. Ce n'est que 10 minutes plus tard que j'ai accidentellement entendu une conversation qui m'a fait trembler les genoux. Il s'est avéré que mon mari et ma belle-mère avaient préparé le plan le plus cruel pour détruire toute ma vie. Je m'appelle Éléonore. Pendant des années, beaucoup de gens m'ont dit que j'avais de la chance d'avoir un mari comme Clément. Il était connu comme un homme tendre, patient, qui mettait toujours sa famille en premier. Même ma belle-mère Denise disait souvent que Clément était un homme qui ne ferait jamais de mal à sa femme. Et je croyais tout cela. Peut-être était-ce parce que mon travail exigeait que je pense de manière analytique. Je travaille comme analyste en investissement pour une grande entreprise privée à Paris. Chaque jour, mon travail consiste à évaluer les risques, à lire des rapports financiers, à vérifier des contrats et à trouver les plus petites failles qui pourraient causer des pertes à l'entreprise. Mes amis plaisantaient souvent en disant que si quelqu'un voulait tromper Éléonore, il devrait y penser 1000 fois car elle pouvait voir clair à travers n'importe qui à partir d'un seul chiffre différent. Je riais toujours en entendant cela parce que c'était ma nature. Il ne m'était pas facile de faire confiance. Je vérifiais toujours tout avant de prendre une décision. Paradoxalement, j'étais si méticuleuse dans ma vie professionnelle, mais je n'ai jamais ressenti le besoin d'être suspicieuse envers mon propre mari. Pour moi, la maison était le seul endroit où je n'avais pas à être suspicieuse. Pendant 8 ans de mariage, nous avons tout construit ensemble. La maison en banlieue parisienne où nous vivions, 2 propriétés locatives, plusieurs investissements, des économies, et même des comptes bancaires communs. Fait intéressant, presque tous ces biens étaient à mon nom, non pas parce que j'y tenais. C'est Clément lui-même qui le voulait ainsi. Il m'a un jour pris la main, souriant, et a dit que si tout était à mon nom, il serait plus tranquille. Il ne voulait pas qu'il lui arrive quelque chose un jour et que j'aie des problèmes avec le droit successoral français et les administrations. Ces mots m'ont convaincu que j'avais choisi le bon partenaire. Chaque fois que nous acquérions un nouveau bien, Clément disait toujours la même chose, tout mettre à mon nom. Je n'ai jamais trouvé cela étrange. Au contraire, je me sentais appréciée. Denise a également toujours soutenu ses décisions. Elle disait que c'est ce que sont les bons hommes. Des hommes qui ne pensent pas seulement à leur propre richesse. Quand j'y pense maintenant, je réalise à quel point ils ont parfaitement joué leur rôle. Au cours des dernières années, Clément me demandait souvent de m'occuper de divers documents. Parfois, il s'agissait de mettre à jour des informations bancaires, parfois de modifier les limites de transactions, parfois de mettre à jour des spécimens de signature, et d'autres fois des documents notariés liés à des collaborations commerciales. Ils avaient tous l'air officiels, tous portaient des en-têtes avec les numéros d'enregistrement de notre entreprise ou des logos de banque. Pas une seule fois je n'ai trouvé quoi que ce soit de suspect. Je lisais souvent le contenu de ces documents jusqu'à la fin. Comme il n'y avait pas d'erreur, je signais tout sans aucune inquiétude. Mes journées se déroulaient comme d'habitude. Je travaillais et Clément s'occupait des affaires. Denise passait de temps en temps, apportant ma tarte aux pommes maison préférée. Si quelqu'un regardait notre famille de l'extérieur, il pourrait dire que cette famille était carrément parfaite. Puis, environ 2 semaines avant ce vol fatidique, Clément est rentré plus tôt que d'habitude. Son visage semblait très excité. Il m'a immédiatement serré dans ses bras par derrière alors que je préparais le dîner et a annoncé qu'il avait de bonnes nouvelles. Je me suis retournée avec un sourire et j'ai demandé quelle était la nouvelle. Il a sorti une pochette noire de sa mallette. Il a dit qu'un investisseur de Marrakech était intéressé par une collaboration avec notre entreprise et qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. Si tout se passait bien, nos affaires pourraient croître beaucoup plus rapidement. En tant que personne habituée à analyser les investissements, je ne l'ai évidemment pas cru tout de suite et j'ai demandé toutes les données de l'entreprise. Clément ne s'est pas du tout fâché. Au contraire,
il m'a donné tous les documents avec désinvolture. Le profil de l'entreprise, la proposition de collaboration, l'adresse du bureau au Maroc, les noms des membres du conseil d'administration, tout était complet. Ce soir-là même, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai tout vérifié un par un. L'entreprise existait vraiment. L'adresse était correcte. L'historique des affaires était également assez bon, sans aucune entrée négative dans les registres commerciaux internationaux. J'ai même cherché des informations à leur sujet dans la presse économique, mais le résultat était le même. Absolument rien de suspect. Finalement, j'ai acquiescé. J'ai accepté que nous partions. J'ai vu le visage de Clément prendre une expression de soulagement, comme si un grand poids avait enfin été levé de ses épaules. À l'époque, je pensais qu'il se sentait soulagé parce que j'avais accepté cette opportunité en or. Pendant ce temps, il avait quelque chose de complètement différent en tête. Une semaine avant le vol, Denise a commencé à venir plus souvent chez nous. Au début, je pensais que c'était normal car elle disait qu'elle voulait juste nous aider à préparer le voyage. Au fil du temps, cependant, j'ai commencé à remarquer ses habitudes étranges. Presque chaque fois qu'elle venait, ses questions étaient les mêmes. Elle demandait si les passeports étaient déjà emballés, que nous ne devions pas oublier de prendre les documents de la maison, si nos permis de conduire étaient en place, si les applications d'identité numérique et les jetons bancaires fonctionnaient, et que nous ne devions pas accidentellement laisser nos téléphones derrière nous. Au début, je souriais simplement. Je pensais que c'était comme ça que sont les personnes âgées, et qu'elles s'inquiètent juste trop. Mais à la réflexion, il semblait étrange que presque toutes ces questions concernent des documents et des comptes bancaires. Elle ne posait pas de questions sur les vêtements, les médicaments ou le vol pour Marrakech lui-même, seulement sur les documents. Je trouvais cela un peu inhabituel, mais Clément a immédiatement ri. Il a dit que sa mère était juste comme ça. Il a expliqué qu'elle avait peur que nous ayons des problèmes à l'étranger si nous oublions quelque chose. Cette réponse semblait suffisamment sensée pour que je réprime à nouveau mes soupçons. Finalement, le jour du départ est arrivé. Nous sommes partis tôt le matin pour l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Tout le long du chemin, Clément semblait beaucoup plus silencieux que d'habitude. Plusieurs fois, je l'ai vu répondre nerveusement et rapidement à des messages sur son téléphone. Quand j'ai demandé qui lui envoyait des messages, il a répondu brièvement que c'était des gens du bureau, alors je n'ai pas posé d'autres questions. En arrivant à l'aéroport, il y avait une foule immense. Les gens étaient occupés à pousser leurs valises. Des annonces de départ résonnaient des haut-parleurs. J'ai tiré ma valise, savourant l'atmosphère que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pour une raison quelconque, ce matin-là, j'avais le sentiment que tout serait le début de quelque chose de beau. Je n'avais aucune idée que dans quelques minutes, ma vie allait changer pour toujours. Nous avons effectué les procédures d'enregistrement sans problème. Clément a jeté un coup d'œil nerveux à sa montre plusieurs fois. Denise semblait également agitée. Je pensais qu'ils avaient juste peur d'être en retard pour l'embarquement. Alors que nous marchions vers les portes d'embarquement, je serrais fermement ma carte d'embarquement dans ma main. Nous n'étions qu'à quelques pas du contrôle de sécurité final. Soudain, un homme en civil s'est approché de moi d'un pas rapide. Avant que je puisse réagir, il a discrètement soulevé le revers de sa veste, montrant un badge d'agent fédéral et m'a pris mon billet d'un geste ferme. J'ai instinctivement retiré ma main, demandant ce qui se passait. L'agent n'a pas répondu tout de suite. Son regard s'est tourné vers Clément, qui se tenait à quelques mètres derrière moi. Son regard était aiguisé, comme s'il voulait s'assurer de quelque chose. Puis il m'a regardé à nouveau. Son visage était calme, mais l'expression de ses yeux était différente. Il y avait une anxiété qu'il essayait de cacher. Sans un mot, il a inséré ma carte d'embarquement dans un scanner. Quelques secondes plus tard, la machine a émis une nouvelle carte d'embarquement. J'ai immédiatement froncé les sourcils et l'ai informé que c'était une erreur et que c'était un vol complètement différent. L'agent m'a tendu le nouveau billet. Il a déclaré que ce n'était pas une erreur et qu'à partir de maintenant, je volais sur ce vol. Je ne comprenais rien du tout. De derrière, Clément s'est approché avec un air irrité et a demandé fermement quel était le problème. L'agent est resté calme,
répondant qu'il n'y avait pas de problème et qu'il y avait juste un petit ajustement. Clément a immédiatement secoué la tête et a déclaré que c'était impossible car nous volions ensemble. L'agent est resté impassible. Il s'est excusé et a répété que cette passagère devait prendre le vol suivant. J'ai commencé à me sentir mal à l'aise. J'ai regardé alternativement Clément et cet homme. Je me suis tourné vers l'agent, disant que c'était peut-être juste une erreur de système et d'attendre un instant pendant que je réglerais ça. Avant que je puisse dire quoi que ce soit de plus, l'agent s'est approché si près que seuls nous deux pouvions nous entendre. Sa voix était douce mais ferme lorsqu'il a dit que c'était une opération fédérale classifiée, et que si je ne voulais pas tout perdre, je devais rester absolument calme et coopérer avec lui. Mon cœur a immédiatement commencé à battre plus vite. J'ai regardé attentivement son visage, mais il n'y avait pas la moindre trace de plaisanterie. J'ai essayé de demander ce qui se passait réellement, mais il a juste légèrement secoué la tête. Il a déclaré qu'il ne pouvait pas l'expliquer maintenant, mais de lui faire confiance. Ces mots ont rendu ma tête encore plus lourde de questions. De derrière, Clément commençait à perdre patience. Il a ordonné à l'agent d'annuler tout et a ajouté que sa femme volait avec lui sur le même vol. L'agent a de nouveau secoué la tête et a déclaré que ce n'était pas réalisable. La voix de Clément a commencé à monter alors qu'il exigeait une raison. L'agent est resté très calme, demandant seulement la coopération. Je n'avais jamais vu Clément aussi en colère auparavant. Il était généralement toujours capable de contrôler ses émotions. Cependant, ce matin-là, son visage était tendu et les veines de son cou commençaient à palpiter anormalement. Pourquoi réagissait-il si violemment à un simple changement de vol ? J'ai essayé de désamorcer la situation. J'ai suggéré que je prendrais le vol suivant car il n'y avait que quelques heures de différence. Clément a immédiatement tourné la tête avec une objection catégorique. Sa réponse a été si forte que plusieurs personnes autour de nous se sont retournées pour regarder. Il a pris une profonde inspiration et a essayé de sourire. Il a expliqué que l'investisseur avait programmé une réunion pour aujourd'hui et que si j'étais en retard, nous subirions tous les deux des pertes. Son excuse semblait logique. Cependant, pour une raison quelconque, il y avait quelque chose dans le ton de sa voix qui me mettait de plus en plus mal à l'aise. Pendant ce temps, Denise, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, s'est finalement rapprochée. Son visage était mortellement pâle. Elle s'est tournée vers moi, me demandant d'arrêter de discuter et de dire à l'officiel que je prenais ce vol après tout. J'ai regardé ma belle-mère. Pour la première fois de ma vie, je la voyais si paniquée. Elle était généralement une oasis de calme. Maintenant, cependant, ses deux mains serraient fermement son sac à main, comme si elle luttait pour contenir sa peur. J'ai regardé l'agent à nouveau. Il se tenait toujours au même endroit. Son regard ne me quittait pas un instant. Puis il a répété une fois de plus dans un murmure que je ne devais pas voler avec eux. Cela m'a fait dresser les cheveux sur la nuque. Je ne savais pas qui croire. D'un côté se tenait mon mari et de l'autre un agent de l'aéroport que je ne connaissais même pas. Ma logique fonctionnait à plein régime. Si ce n'était qu'une erreur de système, Clément n'aurait pas à s'énerver autant. Si ce n'était qu'une simple erreur, pourquoi cet homme irait-il jusqu'à me prévenir de ne pas voler avec eux ? J'ai pris une profonde inspiration. J'ai annoncé que dans ce cas je prendrais le vol suivant. Le visage de Clément a immédiatement changé. Il m'a fermement ordonné de voler maintenant. Je l'ai regardé et j'ai répété qu'il n'y avait que quelques heures de différence et que nous nous retrouverions à notre destination à Marrakech. Clément n'a rien dit à cela. Il a regardé l'agent de l'aéroport pendant un long moment. C'était un regard difficile à décrire. Pas de colère, pas d'irritation, mais plutôt le regard de quelqu'un qui venait de perdre quelque chose d'incroyablement important. Quelques secondes plus tard, le dernier appel à l'embarquement a de nouveau retenti des haut-parleurs. Clément a finalement saisi sa valise et a forcé un sourire. Il a dit en partant de le prévenir dès que j'atterrirais. J'ai acquiescé. Pendant ce temps, Denise me fixait toujours. Son regard me mettait encore plus mal à l'aise. Il n'y avait pas de sourire, pas d'adieu. Elle ne m'a pas souhaité bon voyage comme elle le faisait d'habitude. Elle s'est juste retournée et a suivi Clément vers la zone de départ.
Je suis resté immobile, serrant mon nouveau billet. L'agent de l'aéroport n'était pas parti. Il était toujours à quelques pas de moi. Il agissait comme s'il voulait s'assurer que je ne les suivrais vraiment pas. Quelques minutes plus tard, j'ai eu l'occasion de regarder vers le couloir vitré reliant la zone d'attente à la passerelle d'embarquement. Les pas de Clément se sont soudainement arrêtés. Il a regardé à droite et a fait un signal discret à Denise. Au lieu de faire la queue pour embarquer dans l'avion, ils ont tourné et se sont dirigés vers un salon VIP que je n'avais pas du tout remarqué auparavant. Mon cœur a commencé à battre comme un marteau. Il n'allait pas du tout à l'avion. Je n'ai pas bougé de mon emplacement tout de suite. Pour une raison quelconque, mes jambes étaient aussi lourdes que du plomb. Mon esprit était rempli de dizaines de possibilités. Je me suis dit que peut-être il s'était juste perdu. Peut-être que ce salon VIP était en fait l'un des passages vers la porte d'embarquement. Mais plus je regardais, plus il devenait clair que mes suppositions étaient fausses. Aucun autre passager n'est entré dans cette pièce. Après un certain temps, ces portes se sont fermées. J'ai regardé l'agent qui se tenait toujours à proximité. Il a juste hoché légèrement la tête, comme s'il me donnait la permission de suivre ma propre curiosité. J'ai lentement commencé à descendre le couloir. Je ne me suis pas trop approché, gardant délibérément mes distances pour rester inaperçu. Au bout du couloir se trouvait une paroi vitrée donnant sur ce salon privé. De là, je pouvais tout voir assez clairement. Clément et Denise étaient assis en face d'un homme en costume noir élégant qui semblait avoir la cinquantaine. Je l'ai reconnu comme un avocat immobilier avec qui Clément travaillait parfois. L'homme avait apporté une mallette plate d'où il a commencé à sortir des documents juridiques et des tampons officiels. J'ai froncé les sourcils. Nous étions censés rencontrer un investisseur aux Émirats arabes unis. Alors, pourquoi cette conversation importante se déroulerait-elle à l'aéroport de Paris avant le vol ? Je me suis rapproché encore plus. Leurs voix sont devenues à peine audibles. L'homme a ouvert l'un des dossiers. Clément a hoché la tête, pointant du doigt certaines parties des accords. Denise semblait extrêmement satisfaite. Peu après, l'étranger a sorti une pochette transparente. J'ai remarqué qu'à l'intérieur se trouvait une copie d'une pièce d'identité, un passeport, des relevés bancaires, et soudain j'ai figé de terreur. J'ai réalisé que c'étaient des copies de mes propres documents. J'ai immédiatement fouillé dans mon sac à main. Tous les originaux étaient toujours là. Alors pourquoi avait-il apporté des copies certifiées conformes ? J'ai essayé d'écouter leur conversation plus attentivement. Malheureusement, le son étouffé par la vitre était trop faible. Je ne pouvais saisir que des fragments de phrases. Quelqu'un a dit que tout était complet et qu'il devait juste attendre qu'elle parte en avion et qu'alors elle ne se douterait de rien. Une puissante pression a commencé à s'accumuler dans ma poitrine. Le mauvais pressentiment qui me tourmentait depuis le matin se transformait maintenant en une peur paralysante. J'ai recommencé à observer leurs mouvements. L'avocat corrompu a tendu un stylo à mon mari. Clément a signé plusieurs pages d'un acte de transfert de propriété frauduleux. Denise a également apposé sa signature et l'avocat a immédiatement tamponné toutes les pages pour les certifier. Ils avaient l'air très détendus, comme s'ils avaient planifié et répété cette scène de nombreuses fois. Quelques minutes plus tard, la porte du salon VIP s'est ouverte et un employé de service est entré, leur apportant des boissons. Grâce à cela, les sons de l'intérieur de la pièce sont devenus beaucoup plus clairs. Je me suis instinctivement rapproché de l'entrée. Puis j'ai entendu la phrase qui m'a glacé le sang. La voix appartenait à Clément, qui a déclaré que dès que son avion décollerait, il devait immédiatement commencer tout le processus. Je me suis mordu la lèvre de toutes mes forces. L'homme en costume a ri doucement. Il a répondu qu'elle ne le remarquerait certainement pas, et qu'en plus, ils avaient préparé ses dossiers et ses procurations depuis des années. Denise a également éclaté de rire. Elle a lancé qu'elle était une femme stupide qui faisait bien trop confiance à son mari. Ces mots m'ont frappé comme une tonne de briques. J'ai réalisé que pendant toutes ces années, tous leurs soins, leurs gestes doux et leurs mots gentils n'avaient été qu'une immense fraude. Mes mains ont commencé à trembler de manière incontrôlable. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je les ai retenues avec la dernière de mes forces. Clément a repris la parole,
donnant l'ordre que dès que l'argent serait transféré, la maison de la banlieue parisienne devait être vendue immédiatement. Il a ajouté qu'il devait faire de même avec les propriétés locatives et absolument ne pas me donner une chance de revenir avant que tout ne soit légalement finalisé. L'avocat en costume a hoché la tête. Il lui a dit d'être calme car tout était précisément préparé et les institutions pertinentes attendaient juste le calendrier des actions. Avec horreur, j'ai couvert ma bouche avec ma main. Il était incroyablement difficile de respirer. La maison, les propriétés, tous les biens d'investissement. Il discutait vraiment de toute ma fortune. Il ne s'agissait pas de nouveaux investissements ou de développement commercial, mais de voler toute ma vie, pour laquelle j'avais travaillé dur pendant des années. Avant que mon esprit ne puisse tout traiter, Denise a repris la parole. Elle a demandé avec doute ce qui se passerait si je commençais à pleurer et à faire des problèmes à mon retour. Clément a juste souri au coin de sa bouche. Il a répondu froidement que je n'aurais même pas le temps de verser une seule larme car au moment où je réaliserais ce qui s'était passé, l'affaire serait réglée depuis longtemps. J'ai senti mes genoux céder complètement sous moi. L'homme que j'avais appelé mon mari pendant 8 ans avait planifié ma destruction totale dans les moindres détails. J'ai reculé de quelques pas. Mon esprit était complètement vide. Je ne savais pas si je devais être en colère, pleurer d'impuissance ou commencer à crier. Je ne ressentais qu'une seule chose. J'étais dévastée. Quelques secondes plus tard, quelqu'un d'autre se tenait juste à côté de moi. C'était le même agent de l'aéroport qui avait pris mon billet. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste tendu une bouteille d'eau. Je l'ai prise, mes mains tremblant toujours. Quand je me suis un peu calmée, il a finalement commencé à parler à voix basse. Il a dit que maintenant je comprenais probablement pourquoi il m'avait empêché d'embarquer. J'ai hoché lentement la tête. Les larmes ont finalement coulé sur mes joues et je ne pouvais plus et ne voulais plus les arrêter. Mais ensuite l'agent a ajouté quelque chose qui m'a fait lever les yeux immédiatement. Il a dit que ce que je venais d'entendre n'était que la pointe de l'iceberg car en arrière-plan, quelque chose de beaucoup plus grand se passait que le simple vol de mon argent. Toujours incrédule, j'ai fixé le salon VIP. Clément, Denise et le mystérieux avocat en costume noir se sont finalement levés de leur siège, se sont serrés la main, puis sont partis par une autre sortie que je ne pouvais pas voir de ma perspective. Je n'avais aucune intention de courir après eux. Non pas par peur, mais parce que ma tête était complètement en désordre. Je ne pouvais pas comprendre comment tout cela avait pu se produire sous mon propre toit. L'agent de l'aéroport m'a conduit dans une petite pièce discrète située près de la zone de départ. La pièce était très modeste. Il n'y avait qu'un simple bureau, quelques chaises et des moniteurs affichant des images du système de surveillance de l'aéroport. Il a refermé silencieusement la porte derrière lui. Il m'a demandé de rester calme. J'ai lentement secoué la tête, demandant rhétoriquement, comment puis-je être calme alors qu'ils viennent de planifier le vol de tout le travail de ma vie? L'homme a pris une profonde inspiration. Il a admis qu'il me comprenait parfaitement, mais a averti que si je me précipitais vers eux avec des accusations maintenant ou si je déposais une plainte officielle dans un commissariat de police ordinaire, ils effaceraient très probablement toutes les traces instantanément. Je les regardais confuse, demandant ce qu'il voulait dire. Avant qu'il ne puisse expliquer, la porte de la pièce s'est de nouveau ouverte. Une femme en uniforme officiel de l'aéroport. La femme s'est présentée comme la responsable de la sécurité de l'établissement. L'homme qui se tenait à côté d'elle a montré son badge. Il m'a informé qu'il travaillait au sein de la brigade financière de la police nationale. J'ai lentement commencé à réaliser que cette intrigue était bien plus puissante que je ne l'avais initialement supposé. Le détective a désigné un siège, me demandant de m'asseoir. Il m'a appelé par mon nom, disant que la police savait quel choc cela devait être pour moi, mais que maintenant ma pleine coopération était essentielle. J'ai hoché la tête en signe d'accord. L'officier a ensuite ouvert la mallette qu'il avait apportée. À l'intérieur se trouvaient plusieurs pages d'imprimés et de rapports. Cependant, ce qui m'a stupéfié, ce n'étaient pas les documents eux-mêmes, mais les photos de surveillance secrètes jointes. Les photographies montraient Clément, Denise et l'homme en costume que j'avais vu à travers la vitre. Sous ces photos se trouvaient les noms d'autres personnes qui m'étaient complètement inconnues.
Je me perdais de plus en plus dans ce qui se passait réellement. Le détective m'a regardé avec le calme d'un professionnel. Il a expliqué que ces derniers mois, la police enquêtait sur un groupe criminel organisé spécialisé dans la saisie de biens d'autrui en utilisant des procédures apparemment légales. J'ai immédiatement froncé les sourcils, répétant les mots « documents légaux », le détective a confirmé. Il a ajouté que les auteurs n'utilisaient pas de faux grossiers, mais s'appuyaient sur des documents originaux notariés et bancaires que les victimes avaient signés elles-mêmes sans en avoir la moindre idée. J'ai eu le souffle coupé. Cette phrase a illuminé dans mon esprit toutes ces visites au bureau, les mises à jour de données et les piles de papier que j'avais lues et paraphées pour Clément au cours des dernières années. Aucun d'entre eux n'était falsifié, et aucun ne m'avait éveillé de soupçons. Tout était basé sur des formulaires officiels du gouvernement ou des banques, a poursuivi l'officier, expliquant que de tels fraudeurs se caractérisent par une immense patience. Ils ne réalisent pas leur plan du jour au lendemain. Dans certains cas, ils travaillent sur une fraude pendant de nombreuses années. J'ai senti une boule dans ma gorge. Encore une fois, cela prouvait que Clément avait vraiment l'intention de me ruiner depuis très longtemps. Il ne l'avait pas fait sous l'influence de problèmes financiers dans l'entreprise ou d'une pression temporelle, mais avec une préméditation pure et calculée. J'ai serré fermement mes doigts sur mes genoux. J'ai demandé avec reproche pourquoi les forces de l'ordre n'intervenaient que maintenant. Le détective a répondu d'un ton doux, m'informant qu'il n'avait obtenu la preuve finale irréfutable de l'affaire que ce matin. Il a ensuite tourné l'écran de son ordinateur portable vers moi. Il affichait un enregistrement des caméras de sécurité d'une agence bancaire parisienne d'il y a quelques jours. J'ai vu mon mari entrer dans l'espace de service VIP. Il était accompagné, bien sûr, du même homme de l'aéroport. Il portait exactement les mêmes mallettes. Mon cœur a recommencé à s'emballer. J'ai demandé nerveusement ce qu'il faisait là. L'officier a expliqué qu'ils essayaient d'autoriser des transferts de plusieurs millions d'euros, mais les systèmes de sécurité de la banque avaient signalé ces instructions comme des opérations à haut risque. J'ai déclaré que je ne comprenais toujours pas, lui rappelant que tous ses comptes bancaires étaient à mon nom. Le détective a hoché la tête, confirmant que c'était vrai. Il a expliqué que c'était précisément la raison pour laquelle il devait être absolument sûr que je serais en dehors de la France. J'ai immédiatement levé les yeux, exigeant une explication. Il a ajouté que si j'étais dans le pays, la banque pouvait m'appeler à tout moment et effectuer une vérification biométrique ou vocale supplémentaire. Mais si j'étais à l'étranger dans un fuseau horaire différent, il comptait sur le changement d'opérateur ou les retards de télécommunication pour leur donner la fenêtre de temps nécessaire pour vider mes comptes. Pièce par pièce, le puzzle se reconstituait. Il s'est avéré que mon voyage à l'étranger n'était pas le résultat d'une grande opportunité de vie, mais un exil soigneusement planifié. Le détective a de nouveau fouillé dans le dossier. Cette fois, il a sorti un diagramme de connexion. Au centre même se trouvait mon nom. Des lignes en partaient menant à ma maison, mes propriétés locatives, mes comptes courants, mes dépôts et mes comptes de courtage. Tous ces nœuds étaient entourés d'un marqueur rouge. J'ai réalisé que leur cible n'était pas seulement de l'argent. Ils voulaient me prendre littéralement tout ce pour quoi je vivais. Un silence de mort est tombé dans la pièce pendant un long moment. Pendant un instant, personne n'a osé parler jusqu'à ce que finalement l'agent de l'aéroport, qui se tenait dans l'ombre jusqu'à présent, rompe le silence. Il a noté discrètement qu'il savait parfaitement quelle colère devait bouillir en moi et que je voudrais probablement les mettre en pièces immédiatement. Cependant, il a souligné que si je révélais ce que je savais à ce moment-là, les principaux organisateurs se cacheraient simplement et disparaîtraient avec l'argent. J'ai essuyé d'autres larmes du revers de ma main. Pour la première fois depuis le début de cette folie, j'ai cessé de m'apitoyer sur mon sort. Mes pensées se sont tournées vers les autres personnes qui auraient pu être trompées de cette manière. Si ce gang faisait cela avec préméditation à diverses personnes pendant des années, cela signifiait que je n'étais pas la seule à subir un tel drame. J'ai pris une très profonde inspiration. J'ai regardé droit dans les yeux du détective et j'ai demandé directement si, en acceptant d'aider, la police serait capable de clore cette affaire et de les enfermer. L'homme n'a pas perdu de mots. Il a juste lentement hoché la tête en silence. Alors, j'ai demandé quel devait être mon rôle.
Il m'a regardé pendant quelques secondes, évaluant ma résilience, puis a prononcé des mots qui m'ont fait réaliser que mon ancienne vie venait de prendre fin de manière irréversible. Il a exigé que je disparaisse exactement comme les criminels l'avaient prévu. Je n'aurais jamais pensé dire ces mots de mon propre gré, mais j'ai répondu fermement que j'acceptais de coopérer. Un silence de mort est tombé dans la pièce. L'officier de police m'a regardé attentivement, voulant s'assurer que je ne parlais pas seulement et que j'étais prête à assumer ce fardeau. Il m'a averti que ce n'était pas une plaisanterie et qu'à partir du moment où l'opération commencerait, il me serait interdit tout contact avec le monde extérieur. Il a stipulé que même ma famille la plus proche ne pouvait savoir où j'étais. J'ai lentement hoché la tête. J'ai déclaré que si c'était la seule option pour les mettre derrière les barreaux, j'étais prête à tout. Le détective a souri faiblement. Pour la première fois depuis l'aube, j'ai eu l'impression d'être de nouveau aux commandes de ma propre vie. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'on m'avait donné un objectif précis. Quelques minutes plus tard, toute la machinerie policière s'est mise en marche. Mon enregistrement de vol réel a été supprimé du système. Cependant, les hackers de la police ont modifié les enregistrements de telle manière que chaque employé de la compagnie aérienne et surtout Clément lui-même était convaincu que j'avais effectivement volé vers les Émirats arabes unis. Simultanément, j'ai quitté le terminal de l'aéroport par un passage technique secret, loin des regards indiscrets des passagers. Avant l'évacuation, l'officier m'a demandé de lui remettre mon smartphone, m'informant qu'il était confisqué à des fins opérationnelles. Je le lui ai donné sans hésitation. Sous mes yeux, ils ont retiré ma carte SIM et l'ont transférée vers un appareil qui était une copie parfaite de mon téléphone. Ce téléphone cloné devait voler à Marrakech avec un agent fédéral de confiance. Ainsi, si Clément avait l'idée de suivre la localisation par satellite, il verrait un point se déplacer autour du centre d'affaires de Marrakech. Cela m'a énormément impressionné. La police avait prévu absolument tous les scénarios. Ensuite, j'ai été emmené dans un appartement opérationnel servant de planque. Le bâtiment était situé dans un quartier parisien non loin du centre. De l'extérieur, il avait l'air complètement anonyme. Aucun des voisins n'aurait deviné qu'un mini-quartier général de crise y avait été installé, d'où des analystes du renseignement surveillaient mes tourmenteurs 24 heures sur 24. Le premier jour en confinement s'est éternisé. Je restais assise à regarder les moniteurs où défilaient les transcriptions et les rapports. Toutes les quelques heures, des mises à jour arrivaient dans la pièce de la supervision bancaire, du fisc français et des agences fédérales qui soutenaient l'opération de la police judiciaire. Tout s'accélérait. Cela se passait beaucoup plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Tard dans l'après-midi, l'un des officiers de garde s'est approché de moi. Il m'a informé brièvement que les cibles avaient commencé à agir. Je me suis immédiatement levée de ma chaise, demandant ce qu'il faisait. Il a ouvert une vue caméra en plein écran. J'ai vu Clément seul franchir le seuil de notre maison de banlieue. Juste derrière lui, Denise est entrée, tenant plusieurs valises vides. J'ai froncé les sourcils, me demandant à voix haute à quoi elle avait besoin de ces valises. Personne au quartier général n'a eu le temps de me répondre. Une autre caméra de l'intérieur a montré quelque chose qui m'a coupé le souffle. Ils ont ouvert les portes de mon placard privé dans la chambre. Ils ont sorti toutes mes boîtes à bijoux, la montre en or que mon défunt père m'avait donnée, un collier qui était un souvenir de ma mère, un bracelet de mes premiers gains. Un par un, tout a atterri sans pitié dans les profondeurs de leurs valises. Je suis restée figée, fixant ce festival de cupidité sans un mot. L'officier qui m'accompagnait est également resté silencieux. Il a probablement réalisé que ce qu'il volait avait pour moi une valeur 100 fois supérieure au simple prix du marché du métal. C'étaient mes souvenirs inestimables. Un instant plus tard, Clément a tendu la main vers un cadre photo décoratif. C'était une photo de notre mariage. J'avais encore un faible espoir qu'il remettrait au moins ce seul objet sur l'étagère par respect. Mes illusions ont été brisées en une fraction de seconde. Il a décroché la photo du mur, l'a regardée avec mépris, puis l'a jetée comme une ordure sur le parquet. Puis Denise a fait un pas en avant délibérément, comme si elle écrasait un insecte. Elle a marché sur le cadre avec une telle force que le verre s'est brisé. J'ai ressenti une douleur physique, comme si quelqu'un me brisait mon propre cœur.
Mais je n'ai pas pleuré. La source de mes larmes s'était complètement tarie. Mon désespoir s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus froid et plus dur, le dégoût, un dégoût complet et irréversible. Le soir, les choses ont pris une tournure encore plus brutale. L'un des officiers a reçu un paquet de photos de l'unité de surveillance. Il m'a tendu une tablette officielle. Une sueur froide m'a parcouru. Dans le salon de ma propre maison, une autre femme, une inconnue pour moi, était assise confortablement sur mon canapé préféré. Elle avait à peu près mon âge, un maquillage impeccable et était vêtue de marque de luxe. Elle riait, sirotant une boisson dans la tasse où je buvais habituellement mon thé de l'après-midi. Juste à côté d'elle était assis Clément, la tenant avec une telle aisance que s'il n'avait absolument rien sur la conscience. Je n'avais jamais vu cette fille de ma vie. J'ai demandé à l'officier qui elle était. L'officier a jeté un coup d'œil au dossier de police. Il m'a informé que le sujet s'appelait Chloé et que ces derniers mois, les renseignements l'avaient souvent enregistrée en compagnie de mon mari. C'était le coup de grâce. Il s'est avéré que mon cauchemar ne concernait pas seulement le vol des biens de ma vie. La vérité était que depuis longtemps, j'avais simplement été un obstacle dans sa nouvelle double vie. J'ai fermé les paupières, analysant les derniers mois avec Clément dans ma tête. Pas étonnant qu'il ait soudain eu tant d'heures supplémentaires. Il repoussait constamment nos dîners ensemble et utilisait des réunions de conseil d'administration inexistantes comme excuse. Tous ces petits mensonges s'assemblaient en un puzzle sombre parfait. Mais ce n'était pas la fin de cette mascarade. Le lendemain matin, un autre rapport est arrivé au quartier général. Cette fois, il ne s'agissait pas de problèmes juridiques, mais d'une analyse des médias sociaux. Il s'est avéré que Denise avait publié un message public sur Facebook. Quand j'ai lu son contenu, j'ai eu le souffle coupé. Elle affirmait que j'étais partie à l'étranger avec un amant de mon propre gré, abandonnant un mari merveilleux qui m'aurait donné le monde. Ce message est immédiatement devenu viral parmi nos amis. Des dizaines de commentaires se sont multipliés en dessous. Certains me condamnaient, me traitant des pires noms. D'autres sympathisaient avec Clément, affirmant qu'il était trop bon enfant et avait été astucieusement utilisé par une femme méchante. J'ai fait défiler tout ce cloaque en silence. Aucun de ces bavards n'avait la moindre idée de la vérité. L'officier, voyant mon expression, a doucement fermé le couvercle de l'ordinateur portable. Il a suggéré que j'arrête de lire car cela ne faisait que nuire à ma santé mentale. J'ai secoué la tête. J'ai répondu fermement de me laisser regarder. Je voulais voir de mes propres yeux jusqu'à quelle profondeur de dépravation il avait sombré pour abaisser complètement ma bonne réputation. Ce soir-là même, je me tenais à la fenêtre de la planque. Les lumières de Paris scintillaient au loin d'une belle lueur. Cependant, il n'y avait plus un gramme de beauté ou de paix dans mon âme. J'ai pleinement accepté le fait que le but de ces gens n'était pas seulement ma propriété. Ils voulaient aussi être absolument sûrs qu'au jour de mon retour, il n'y aurait pas une seule personne dans le pays qui me tendrait la main ou écouterait ma version des faits. Presque une semaine entière s'est écoulée en confinement. Chaque matin, je me présentais au centre des opérations, non pas comme une victime, mais pour observer sans émotion comment le travail de ma vie était impitoyablement dépecé par les personnes que j'avais aimées. Un jour, le commandant de l'opération m'a appelé. Il a annoncé que les cibles avaient prévu une grande fête chez moi pour ce jour-là. Je me suis brusquement retournée, demandant quelle était l'occasion de leur fête. Il a répondu que c'était pour une pendaison de crémaillère. J'ai froncé les sourcils, ne comprenant pas quel déménagement. L'officier a hoché la tête. Il a expliqué qu'il prévoyait d'annoncer officiellement parmi leurs amis que cette propriété appartenait désormais au nouveau couple. J'étais de nouveau à bout de souffle. Pour moi, cette maison n'était pas que des murs. J'avais remboursé cette propriété avec mes propres primes pendant 5 dures années. J'avais personnellement choisi chaque carreau pour la salle de bain. J'avais peint ces murs de mes propres mains. J'avais planté le pommier dans le jardin avec mon défunt père. Chaque centimètre carré de cet endroit vibrait de mes souvenirs. Et maintenant, ils y organisaient un banquet comme si cela avait toujours été leur propriété. J'ai demandé aux officiers la permission d'aller sur le terrain. Je devais absolument voir ça. Ils étaient sceptiques.
Ils considéraient cela comme un risque inutile de révéler ma couverture. Je leur ai assuré que je resterais tranquillement caché et que je voulais seulement voir ce spectacle en direct. Après de longues consultations, le commandement a donné son consentement. Cet après-midi-là, une voiture de police banalisée s'est garée à une distance de sécurité de mon ancienne propriété. La voiture avait des vitres 100% teintées, garantissant une invisibilité totale de l'extérieur. J'ai pris place à l'arrière. Il y avait une énorme activité autour de la maison. Des voitures de luxe encombraient le portail d'entrée. Une musique forte résonnait dans toute la rue. La foule entrait avec des brassées d'alcool cher et de cadeaux. Je n'ai presque pas reconnu ma propre cour. Les fleurs sur lesquelles j'avais passé des heures à travailler avaient été brutalement arrachées. Mes pots préférés avaient été remplacés par des ornements de designers de mauvais goût. Pire encore, la plaque d'adresse sur le portail avait déjà été remplacée par une autre. J'ai tout regardé d'un regard imperturbable. Quelques minutes plus tard, les portes d'entrée en chaîne se sont ouvertes. Clément est sorti le premier. Il était vêtu d'un costume de designer pour lequel il m'aurait fait écrire des chèques il y a seulement une semaine. À sa droite, Chloé s'appuyait contre lui. La femme souriait de toutes ses dents, lui tenant fermement le bras. Il jouait le rôle d'un couple de millionnaires qui venaient d'emménager dans leur villa de rêve. Juste derrière eux suivait Denise, fière comme un paon. Son visage rayonnait littéralement de joie. Elle saluait la foule d'invités avec une extase non dissimulée. Grâce au microphone directionnel de la police, j'ai pu clairement entendre son discours. Elle a annoncé aux personnes rassemblées qu'à partir de ce jour, les bonnes personnes vivaient enfin entre ces murs. La foule a commencé à applaudir. J'ai remarqué que mes mains se sont instinctivement serrées en poing. Mais ce n'est pas cette vue qui m'a le plus déchiré. C'est le moment où Denise a ri avec venin, exprimant à haute voix son soulagement que son merveilleux fils se soit enfin libéré des griffes d'une femme qui ne lui apportait que malheur et mauvaise fortune. Toute l'assemblée a éclaté de rire de soutien. Aucun d'entre eux n'avait la moindre idée de qui était la vraie victime et qui étaient les bourreaux. J'ai lutté pour maintenir mon calme. Cependant, après quelques minutes, j'ai de nouveau ressenti une oppression à l'estomac. L'un des invités a demandé directement ce qu'il était advenu des affaires de l'ancienne femme. Denise a répondu sans ciller. Elle s'est vantée qu'ils avaient nettoyé les lieux de tout ce qui restait de moi. Et comme par magie, 2 ouvriers embauchés sont sortis du garage transportant de grands cartons. J'ai immédiatement reconnu leur contenu. C'étaient absolument toutes mes affaires personnelles. Ma bibliothèque privée, mes photos de jeunesse, et même un tableau peint à la main par ma sœur. Tout cela a été traité comme des ordures sans valeur et jeté à l'arrière d'un camion de déménagement. Les ouvriers n'auraient pas pu se soucier moins de détruire mes fragiles souvenirs. De plus, Chloé se tenait près de ces cartons et a commencé à y fouiller sans vergogne. Elle a dit à voix haute que ce sac à main en cuir était tout à fait à son goût, et que les chaussures étaient encore portables. Elle a ordonné que le reste des choses soit emmené à la décharge. J'ai fermé les paupières. Ce n'est pas la valeur matérielle de ces objets qui m'a causé de la douleur, mais le manque total de dignité et de respect pour les années de ma vie que j'avais passées sous ce toit. Un instant plus tard, la porte du garage s'est levée. Ma voiture de rêve privée est sortie de l'ombre. Je l'avais payée en totalité avec l'argent de mes primes annuelles. J'avais encore devant les yeux le jour où je l'avais récupérée chez le concessionnaire, et mon père était assis sur le siège droit, débordant de fierté. Et maintenant, Clément a pressé les clés dans la main de Chloé. Il a annoncé publiquement qu'à partir de maintenant, cette voiture était officiellement sa propriété. Chloé lui a passé les bras autour du cou devant tous leurs amis. Des acclamations ont de nouveau éclaté. J'ai baissé la tête. En cette seule seconde, j'ai profondément ressenti le vrai sens du mot trahison. Non pas à cause du vol d'une voiture ou d'un sac à main, mais parce qu'ils avaient effacé mon existence et mes souvenirs d'une manière si dépourvue d'âme. Au cœur même de cette fête vulgaire, le commandant de l'opération, assis à l'avant de la voiture de police, a reçu un appel soudain de la base. Il a eu un échange assez long, puis s'est tourné vers moi. Il a rapporté que l'enquête avait fait une percée. D'un mouvement rapide de la main, j'ai essuyé mes yeux et j'ai demandé ce qu'ils avaient appris.
Il s'est avéré que les techniciens de la police avaient réussi à infiltrer à distance les applications de communication cryptées sur les téléphones du gang. Mon cœur a de nouveau sauté dans ma gorge. J'ai demandé ce qu'il y avait dans les journaux. L'officier a déverrouillé sa tablette et a diffusé un enregistrement vocal récupéré. Clément a parlé le premier. Il a rapporté que les formalités immobilières touchaient à leur fin. Puis la voix du suspect en costume lui a répondu. L'avocat a lancé qu'il s'en sortait très bien, mais qu'une dernière tâche restait pour clore le sujet. J'ai écouté avec un souffle retenu. Mon mari lui a demandé directement ce qui se passerait si je retournais inopinément dans le pays après tout. L'homme a juste ri d'un air moqueur. Il lui a dit de dormir tranquille car après la publication de ces dernières révélations, personne dans le pays ne me recueillerait même. J'ai immédiatement levé les yeux de la tablette. Révélation. L'officier a coupé la lecture. Ses traits se sont durcis. Il a déclaré que tout indiquait qu'ils avaient un coup de plus en réserve. J'ai exigé une explication de ce qu'il entendait par là. Il m'a fixé, silencieux pendant une fraction de seconde avant de répondre. Il a admis honnêtement que le commissariat ne l'avait pas encore décodé, mais que d'après ses interceptions, il était clair qu'il n'avait pas fini de tourmenter l'histoire de ma vie. Un silence de mort a de nouveau rempli l'intérieur de la voiture de police. J'ai regardé vers le bâtiment qui m'avait autrefois garanti un sentiment de sécurité absolue. J'ai réalisé que me déposséder de mes biens n'était que le début. Ils étaient en train d'organiser une intrigue beaucoup plus puissante et brutale que je ne pouvais l'imaginer. 2 jours après le décodage de ces conversations, les officiers de la division des crimes économiques ont finalement obtenu le feu vert pour la phase finale de l'opération. Chaque transfert et chaque modification des registres de propriété effectués par le groupe de Clément avait été documenté. Ils avaient perdu toute vigilance. Ils étaient fermement convaincus d'avoir commis le crime parfait et que personne ne les retrouverait jamais. Ce soir-là même, le centre de commandement de la police était au plus haut niveau d'alerte opérationnelle. Les agents de terrain ont coordonné les actions avec le procureur de la République, le service de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins, le fisc français et les équipes tactiques. Tous les vecteurs convergeaient vers un seul point dans le temps. Ce soir-là, Clément organisait un grand banquet pour célébrer son succès. L'officier commandant l'opération s'est approché de moi. Il a déclaré qu'un juge fédéral avait signé les mandats d'arrêt officiels. J'ai fixé son visage pendant plusieurs secondes. Il m'est difficile d'expliquer, mais soudain, un calme béat et inébranlable s'est installé dans ma poitrine. Toute haine s'était consumée en moi. La soif de vengeance sanglante avait disparu. Je ne désirais qu'une chose de la vie. Je voulais que ce nœud de mensonge soit définitivement coupé cette nuit-là. Le commandant m'a montré les invitations numériques sécurisées pour leur gala sur l'écran. Clément avait réservé ma maison pour un dîner luxueux. Le prétexte était un grand banquet, une grande célébration de nouveaux contrats de plusieurs millions d'euros. Un sourire ironique a fleuri sur mes lèvres. Avec une persistance maniaque, ils masquaient leurs crimes sous le couvert de la coopération. Pendant ce temps, ils célébraient simplement la consommation du vol et de la trahison les plus éhontées. Quand le crépuscule est tombé, toute la machinerie policière a quitté la base. Ils m'ont emmené dans une des voitures de police. Le convoi, cependant, s'est arrêté dans une rue latérale, à bonne distance de ma propriété. On m'a ordonné de rester caché jusqu'à ce que les équipes tactiques bouclent le périmètre. À une distance de sécurité, j'ai remarqué comment le terrain de mon ancienne propriété s'éclairait d'illumination. Un éclairage coûteux inondait le jardin, et la basse de la musique vibrait dans les fenêtres des voisins. Les invités de l'élite sont arrivés vêtus de tenues de soirée. J'ai reconnu des silhouettes familières dans la foule. Il y avait ses amis d'entreprise, des gens du quartier, et même quelques cousins éloignés que j'avais une fois accueillis à ma propre table pour les fêtes. Leurs visages brillaient de faux sourires. Aucun d'entre eux ne se doutait que cette scène idyllique était sponsorisée par de l'argent volé. Un technicien en communication m'a tendu un moniteur plus petit. Grâce à l'équipement espion placé à l'intérieur par des agents infiltrés, j'avais une vue directe de ce qui se passait dans le salon. L'hôte de la soirée, Clément, se tenait fièrement, un verre de champagne coûteux à la main.
À ses côtés scintillait Chloé. Elle était vêtue d'une tenue blanche provocante. Son expression trahissait un sentiment de triomphe absolu. À quelques pas se tenait Denise. De temps en temps, elle hochait la tête, acceptant les félicitations et les hommages des dames invitées. Au moment culminant, Clément a tapé sur son verre. Toutes les conversations ont immédiatement cessé. Il a pris une respiration théâtrale, se préparant à un toast. Il a remercié tout le monde d'être venu en si grand nombre. Il a déclaré que la réunion d'aujourd'hui ne scellait pas seulement de grands triomphes dans le domaine financier, mais ouvrait également un nouveau chapitre, le plus important, dans sa vie privée. Les invités ont récompensé cette déclaration par des applaudissements vifs. Puis il a jeté à Chloé un regard plein de gratitude et lui a pris la main. Il a avoué à tout le monde qu'une vraie femme qui respecte qui il est s'était enfin tenue à ses côtés. L'intérieur luxueux a de nouveau tremblé sous les ovations. J'ai regardé ce spectacle à travers l'écran de verre sans ciller. L'ancienne douleur s'était évaporée. Elle avait été remplacée par le sentiment de regarder un film bon marché avec de mauvais acteurs. Cet homme élégant sur le moniteur semblait être un être complètement étranger, pas l'homme avec qui j'avais partagé un lit. Quand les larmes d'approbation se sont un peu calmées, Denise a pris le microphone. Elle a ri artificiellement pour se donner du courage. Puis elle a rappelé à tout le monde comment elle avait toujours averti que la précédente n'était pas assez bien pour son fils. Elle a ajouté avec un sourire narquois que la Providence avait veillé sur lui et que son garçon avait recouvré ses esprits à temps et l'avait jeté à la rue. Beaucoup de fêtards ont hoché la tête en signe d'accord. Ils ont échangé des sourires approbateurs et certains ont même porté des toasts à cette libération. Je n'ai même pas reconnu la grande majorité de cette compagnie. Néanmoins, cette nuit-là, ils ont jugé bon de sceller ce mensonge avec leur visage. Une seconde plus tard, l'écran de la police a changé de cadre. C'était l'officier opérationnel qui se connectait sur un canal dédié et donnait un court signal. Une fourgonnette opérationnelle noire s'est garée silencieusement près de la clôture. Une seconde a suivi et enfin une troisième. Sans gyrophare, avec les moteurs éteints dans un silence absolu, le coordinateur à côté de moi a pris une profonde inspiration. Il a reçu la confirmation que toutes les équipes tactiques et d'enquête étaient en position. Je l'ai regardé avec un point d'interrogation, demandant implicitement si le moment était venu. Il a répondu par un hochement de tête ferme que oui, c'était le cas. Les premiers officiers en civil sont sortis des véhicules. Ils n'ont pas précipité la porte. Ils ont professionnellement sécurisé les périmètres désignés par le quartier général. L'équipe d'intervention s'est approchée de l'avant. L'équipe de soutien a coupé l'arrière du jardin. Des tireurs d'élite et des observateurs couvraient toutes les voies d'évasion possibles de la propriété. Et à l'intérieur de la maison, sous la lumière des lustres, Clément n'avait toujours aucune idée de la bombe à retardement. Il riait de bon cœur, amusant ses compagnons nouveaux riches. Chloé avait même commencé à distribuer des cadeaux souvenirs aux invités, emballés dans de petites boîtes de bon goût. Sur les couvercles était gravé un sentiment les remerciant de faire partie du début de leur merveilleuse vie. J'ai pris une profonde inspiration pour calmer mon pouls. Compte tenu du contexte, cette phrase sur un début sonnait exceptionnellement tragico-comique car dans littéralement quelques secondes, leur nouveau départ de rêve serait brutalement rasé devant leurs yeux et se transformerait en un début de fin impitoyable. Le coordinateur a reçu un message crypté dans son oreillette. Il a analysé le rapport, puis a tourné son regard vers moi. Il a annoncé que le faussaire, le même escroc responsable du blanchiment de documents et de la légalisation du vol, faisait la fête dans le salon avec eux. Je suis restée silencieuse, incrédule. Cela signifiait que la crème de la crème des voleurs était tombée directement dans les filets de la police. Même dans leur pire cauchemar, ils n'avaient pas prédit que la soirée qu'ils avaient prévue pour trinquer à leur triomphe impuni faciliterait incroyablement la tâche des fédéraux pour les rafler tous en même temps. Avec tous les documents, le commandant central a donné l'ordre d'assaut par radio. Le compte à rebours avant l'entrée a commencé. 5, 4, 3, 2. La sonnette de mon ancien portail a retenti bruyamment. Puis elle a sonné à nouveau. Les conversations et les rires dans le salon se sont éteints comme une bougie soufflée. Clément, de bonne humeur, a posé son verre en cristal.
Il a plaisanté en disant que les retardataires arrivent toujours à la toute fin. Il a marché gracieusement vers l'entrée. Mais quand il a tiré la poignée, le sourire éclatant a instantanément fondu de son visage. Sur le porche se tenait une ligne de puissantes silhouettes noires. Au tout premier rang se tenait un agent de la police judiciaire tenant son badge devant les yeux de Clément. Ses flancs étaient couverts par de robustes officiers de l'unité tactique. Clément n'a pas réussi à prononcer un seul mot alors que le commandant de l'opération s'est présenté d'un ton officiel et inébranlable, annonçant à haute voix qu'ils étaient sur place pour effectuer une perquisition en vertu d'un mandat fédéral. Les fêtards stupéfaits ont commencé à échanger nerveusement des regards. L'espace luxueux, qui il y a une minute fourmillait de vie, s'est transformé en un silence absolu et fantomatique. Denise, essayant de sauver sa réputation, s'est avancée. Elle a commencé à babiller des excuses, essayant de convaincre le commandant que ce devait être une terrible erreur des autorités. L'agent principal n'a même pas scié, se contentant de confirmer avec une froide civilité que si c'était effectivement un malentendu, tout serait impitoyablement exposé ce soir-là même. Avant que Clément ne puisse dire quoi que ce soit, l'équipe tactique a fait irruption à l'intérieur, cagoulée. Un cri fort, police judiciaire. Tout le monde à terre, a secoué les murs du salon. La procédure a été rapide et brutale. Les invités ont paniqué, s'accroupissant près des canapés, et les officiers de la BRI ont sécurisé chaque sortie du bâtiment en quelques secondes. Le commandant a ordonné qu'aucun des participants à la fête ne quitte sa place. Après l'équipe opérationnelle, un agent fédéral principal est entré dans le salon avec une énorme mallette de style militaire. Après l'avoir ouverte, des classeurs avec les preuves recueillies, un ordinateur portable officiel et des piles de documents juridiques et financiers sécurisés ont atterri sur la table basse. Le faussaire en costume élégant, le cerveau principal de l'ingénierie criminelle, a commencé à transpirer comme une souris. J'ai remarqué dans les gros plans qu'il était pris de tremblements perceptibles. Ses yeux scannaient nerveusement les couloirs à la recherche d'une porte dérobée. Mais dès qu'il a déplacé son poids pour faire un pas, 2 officiers du raid vêtus de gilets pare-balles ont surgi de l'ombre, coupant définitivement son évasion. La cage s'était refermée pour de bon. Puis l'agent principal a ouvert le premier dossier rouge. Des copies en couleur ont atterri sur la table. Il s'est tourné vers Clément d'un ton sec, exigeant une confirmation catégorique de l'authenticité des signatures. Mon mari a désespérément essayé de jouer le dur. En bégayant, il a confirmé. Il a dit d'un ton dédaigneux que ce n'étaient que des documents d'entreprise ordinaires concernant leur société écran. L'enquêteur a hoché la tête avec appréciation, puis a placé un autre formulaire sous son nez. Là, Clément a trébuché et a hésité. Il a finalement réussi à étouffer que, pour autant qu'il se souvienne, il avait également confirmé cela. L'agent principal lui a adressé un demi-sourire glacial. Il a déclaré sans détour que c'était une nouvelle fantastique car la personne en question venait d'admettre officiellement avoir créé toute cette fausse documentation pour laquelle la police le tenait maintenant responsable. Une lumière rouge s'est finalement allumée dans l'esprit de Clément, lui faisant réaliser que par sa propre stupidité, il s'était passé une corde au cou et son visage est devenu blanc comme un linge. Avant qu'il ne puisse avaler, l'agent principal a tourné l'écran de sa tablette officielle vers lui. Au même moment, les officiers ont commencé à escorter les invités choqués à l'extérieur pour identification. L'écran de la tablette diffusait des images de surveillance sécurisées et claires. Clément a pu voir de ses propres yeux la preuve qu'il avait remis des documents à l'avocat corrompu à l'aéroport Charles de Gaulle. Immédiatement après, des enregistrements des caméras de la banque parisienne ont été montrés, et pour le grand final, l'officier a diffusé les écoutes téléphoniques reconstituées directement depuis l'appareil de la police. La voix distincte de mon ex-mari était clairement audible, donnant des instructions à son complice qu'aussitôt que je serais dans l'avion, il devait procéder à l'expropriation brutale de tous mes biens. Chloé et Denise, adossées au mur sous la garde de la police, se sont figées d'une terreur absolue. Les invités indignés chuchotaient entre eux avec dégoût. Certains d'entre eux se sont levés de leur siège, voulant évacuer cette fête pathologique. En guise de dessert, les haut-parleurs ont diffusé le venin de Denise. Elle a clairement exigé que mon retour au pays soit bloqué à tout prix. Et, comme diversion,
qu'une rumeur soit répandue dans le quartier selon laquelle j'avais abandonné ma famille et m'étais envolé dans le bleu avec un autre homme. Après ce coup de grâce, ils n'avaient plus aucune marge de manœuvre pour défaire leurs mensonges. Chloé, qui il y a un instant jouait la reine du bal collée à Clément, essayait maintenant de s'éloigner de lui comme si elle s'était brûlée. Elle avait l'air d'avoir été tirée d'une tombe. Elle s'est écartée vers l'entrée, essayant de sortir discrètement, mais les larges épaules d'un officier en civil sont apparues devant elle, lui barrant le chemin. Il lui a fermement ordonné de rester sur place. Les nerfs de Chloé ont instantanément craqué, et elle a éclaté en sanglots hystériques, hurlant à tue-tête qu'elle était victime d'une fraude et n'avait absolument aucune idée de rien. Cependant, l'enquêteur des crimes contre les biens a sorti un autre classeur de sa mallette. Il a vidé des dossiers entiers de transferts autorisés de son compte bancaire personnel, des factures à son nom pour des dizaines de milliers d'euros en caprices de luxe, et enfin les actes de transfert de propriété traités à son nom. Les sanglots ont cessé comme si quelqu'un avait débranché la prise. Les yeux de tous les invités fixaient maintenant ce trio compromettant avec le plus grand dégoût. L'officier a impitoyablement poursuivi l'interrogatoire. Avec une précision chirurgicale, pièce par pièce, les preuves écrites ont été exposées devant eux. L'équipe d'enquête avait fait un travail titanesque. Chaque manipulation d'autorisation bancaire a été signalée. La vente fictive de la maison a été exposée. Le vol de portefeuille d'investissement a été prouvé. Enfin, ils ont diffusé des extraits des réunions où ils avaient construit toute l'opération pour détruire ma bonne réputation. Tout était présenté dans un calendrier parfait. Les enquêteurs ne leur ont laissé absolument aucune échappatoire juridique. Le faussaire, celui qui était chargé du sale boulot juridique, a finalement baissé la tête. Il a sifflé entre ses dents qu'il voulait un avocat et qu'il allait coopérer. Ces deux phrases ont plongé toutes les personnes présentes dans un silence assourdissant. Clément s'est tourné vers lui avec fureur, lui sifflant de se taire. Mais l'avocat a juste secoué la tête avec résignation, rétorquant que c'était la finale et qu'il en avait personnellement assez de construire une pyramide de mensonges. Et puis, complètement sans résistance, il a commencé sa grande confession et a exposé toute l'architecture de ce complot criminel pour toutes les personnes présentes. Il a présenté les mécanismes de falsification des autorisations, a montré la logistique du blanchiment d'argent sur des comptes étrangers, et a révélé qu'il m'avait délibérément réservé un vol lointain à l'étranger pour déguiser tout cela sous un prétexte illégal. Sans la moindre gêne, il a admis que toute l'affaire de la prétendue romance étrangère avait été fabriquée de toutes pièces, juste pour qu'en cas de mon retour désespéré, pas une seule personne vivante dans le pays ne croie un seul mot de ce que je dirais. Après cet acte d'accusation volontaire, le commandant de la police judiciaire a fait un signe de la main vers la porte d'entrée. J'ai pris une grande inspiration. Je me suis redressé, puis j'ai quitté la zone de cachette et je me suis tenu dans le couloir de ma chaleureuse maison de rêve. Toute l'assemblée s'est retournée vers moi. La mâchoire des invités est tombée au sol avec un bruit sourd. Certains ont sauté de leur siège dans une frénésie. Les yeux de Clément ont failli sortir de leurs orbites. Il n'a réussi à étouffer qu'un faible « Éléonore ». Son ton était celui d'une pure panique. À pas lents, j'ai marché jusqu'au centre même du luxueux tapis. J'ai scanné les visages de toutes les personnes présentes dans le salon une par une. J'avais oublié ce qu'étaient les larmes de désespoir. Je m'étais débarrassé du désir de commencer de folles bagarres. Je n'avais que la conviction écrasante que ce cauchemar venait de prendre fin. Clément a fait un pas incertain dans ma direction. D'une voix plaintive, il a commencé à me supplier de tout lui expliquer rationnellement. Je l'ai rejeté d'un ferme hochement de tête. Je lui ai rappelé avec un calme glacial que pendant 8 années entières, j'avais patiemment enduré ses explications, et que ce soir il allait enfin se taire et écouter. J'ai établi un contact visuel avec l'officier de police, puis j'ai hoché la tête en guise de remerciement alors qu'il me tendait l'épais acte de propriété reconstitué. J'ai lentement dénoué les liens du dossier. J'ai déclaré froidement que grâce à la réaction rapide des autorités, tous les biens volés étaient légalement de retour sur mon compte depuis le matin, et que les transferts fictifs avaient été annulés par la loi. Puis j'ai balayé mon regard autour de mon salon et je l'ai achevé avec l'information que cette maison était également toujours uniquement et exclusivement ma propriété. Le visage de Denise a perdu ses dernières traces de sang,
prenant la teinte de la neige sale. Ses genoux ont cédé et elle s'est effondrée mollement sur le sol, murmurant incrédule que cela ne pouvait pas arriver. L'officier penché sur elle l'a informé avec le calme d'un employé de morgue que dès le début de l'enquête, le procureur de la République avait émis un ordre de gel de tous les biens et immobiliers afin qu'aucun des transferts ne soit légalement sanctionné. Clément a enfoui son visage dans ses mains, le broyant avec ses doigts. Son plan d'échec complexe ne lui avait absolument rien donné. En effet, il n'avait pas seulement perdu ses puissants millions, mais était également sur le point de perdre la chose la plus précieuse qu'il possédait, sa propre liberté. Les menottes ont cliqueté systématiquement, d'abord aux poignets de Clément, puis à ceux de Denise, des fraudeurs et de la Chloé en larmes, qui étaient tenus pour responsables de blanchiment d'argent et de recel de biens volés. Alors que la police les menottait et les conduisait en ligne à travers le hall, personne dans la pièce n'applaudissait plus ni ne faisait teinter les verres en cristal. Les mêmes amis du cercle social qui avaient chanté leurs louanges la veille étaient maintenant regroupés dans un coin, incapables de faire autre chose que de fixer la pointe de leurs propres chaussures coûteuses, ressentant une honte douloureuse d'avoir participé à ce théâtre honteux. Je me tenais seule sur ma belle terrasse d'été, regardant le bleu marine du ciel parisien. Le vent caressait agréablement mes joues. Pour la première fois depuis des lustres, je pouvais respirer complètement libérée de la peur. La vérité sur la vie m'a alors frappée. Le danger le plus puissant dans nos vies n'est pas un étrange voyou brandissant une arme à feu et proférant des menaces, mais les gens qui partagent notre café du matin avec nous, qui nous regardent chaleureusement dans les yeux pour, en secret absolu, sous le voile de notre pure confiance, nous tisser un fouet mortel. Heureusement, le paradoxe de cette histoire est que le jour du jugement dernier, quand absolument tous mes proches m'ont poignardé dans le dos, c'est à la porte de l'aéroport qu'un parfait étranger, un homme sans nom, s'est interposé, décidant au nom de ses propres valeurs de prendre un risque et de faire ce qui était juste. S'il n'était pas intervenu ce matin brumeux de Paris et ne m'avait pas pris mon billet des mains, alors très probablement cette nuit-là dans mon propre salon, c'est moi qui aurais vraiment perdu toute raison d'exister.